Émilie, on revient en plateau avec vous, Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël. Vous connaissez donc très bien la région. Le fait qu'aujourd'hui Washington demande à ses ressortissants qui sont membres d'ambassade de limiter leurs déplacements, voire de rester confinés dans la région, c'est un mauvais signe pour l'après? Non, c'est tout à fait normal. Euh, que faire d'autre devant la réponse iranienne consistant à les bombarder dans les capitales et en particulier sur les bases américaines. Donc, à partir du moment où l'Iran se met en réponse à bombarder euh, des, euh, des, des intérêts américains ou des ambassades, etc., dans la région, c'est tout à fait normal de dire au personnel, vous vous protégez un petit peu et donc vous limitez vos déplacements. Ce qui est intéressant, c'est que on est à la limite d'un embrasement régional, comme on dit, mais on n'y est pas. Parce que vous n'avez pas de réponse de ces pays touchés, que ce soit les Émirats arabes unis ou Bahreïn ou le Qatar, contre Téhéran. Vous avez des Iraniens qui envoient des missiles sur les bases américaines, mais pas de réplique des pays. Parce que si tous ces pays sunnites se mettaient à répliquer, là vous pourriez dire c'est un embrasement régional. On n'en est pas là, on est même assez loin de cela. Et ce que l'on constate, comme on l'a vu hier au Conseil de sécurité, c'est que l'Iran dans cette affaire est totalement isolé. C'est-à-dire que vous n'avez pas un seul pays qui soutient l'Iran. C'est intéressant quand vous dites que Oui. l'Iran est totalement isolé. Ça Oui. veut dire que ses soutiens, on peut penser au Hezbollah, mais pas Oui, que, oui. Finalement, n'entrent pas dans Non. cet engrenage? Non, soit parce qu'ils ne peuvent pas, soit qu'ils sont dissuadés de le faire, mais les 4 proxys habituels de l'Iran, c'est-à-dire le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, les Houthis au Yémen et les milices chiites en Irak pro-iraniennes, ils ne bougent pas. On constate qu'ils ne bougent pas. Et donc, l'Iran est seul, et je dirais directement et seul en ligne contre les attaques américaines et israéliennes. Ce qui est quelque chose de tout à fait nouveau. Depuis 30 ans, la défense iranienne était largement basée sur l'existence de ces proxys qui devaient porter la défense iranienne à l'extérieur du pays. Ils ont été plus ou moins affaiblis ou détruits dans certains cas, donc ça ne fonctionne plus. Donc l'Iran est tout seul. Donc il ne reste rien de ces soutiens aujourd'hui pour venir en aide au régime des mollahs? En tout cas, rien de concret qui puisse changer quoi que ce soit du cours de ce conflit, du cours de cette guerre. Non, rien. Je reviens sur la mort du guide suprême. Vous connaissez bien la région. Qu'est-ce que ça signifie, la mort de ce guide suprême? C'est la fin d'un régime, quelque chose de nouveau qui va arriver pour le pays, ou est-ce qu'on va vers une escalade? Alors, ce que l'on peut dire, c'est que c'est un événement déjà symbolique extrêmement important. C'est quand même la première fois qu'un chef spirituel, voire chef d'État de cette importance est tué comme ça dans une attaque extérieure. Bon, est-ce que ça, c'est un changement de régime? Non, pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a une organisation qui a été mise en place pour le cas où le guide suprême disparaissait. Elle est en train d'être activée avec ce triumvirat, plus le remplacement par intérim du guide suprême, par un autre ayatollah qui s'appelle Arafi, peu importe, mais donc vous n'avez pas de vide de pouvoir. En revanche, vous avez un terrible affaiblissement du pouvoir, car toutes les têtes compétentes, ou à peu près, du régime ont été tuées dans cette opération. Donc, vous avez un affaiblissement considérable du régime, mais pas forcément sa fin ou sa perte. Pourquoi? Parce que les Américains et les Israéliens ont décidé d'affaiblir le régime, mais pas de le changer. Et donc, ils l'affaiblissent pour que
la population iranienne, si elle le souhaite, le décide, peut le faire, etc., change le régime. C'est intéressant ce que vous dites, mais oui. Ça veut dire que là, il faudrait que la population, oui. entre elles aussi, prenne le relais pour qu'il y ait ce pouvoir. Il n'y a jamais eu de changement de régime sans troupes au sol. Donc, à partir du moment où les Américains et les Israéliens bombardent sans aller au sol, et ils n'iront pas, eh bien, à ce moment-là, vous avez affaiblissement du régime, mais si vous souhaitez, entre guillemets, un changement de régime, alors c'est à la population de prendre le relais. Elle est en situation de le faire. Simplement, vous avez, à l'intérieur de l'Iran, comme ça a été dit tout à l'heure, entre 10 et 15% de soutien au régime tel qu'il est, 5 à 10% de gens qui profitent tellement du régime que, ils se demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire, et sans doute la majorité qui souhaite un changement de régime. Donc, ça va dépendre de la détermination des gens, de leur capacité à s'organiser et de leur capacité à s'armer. Vous dites que la population est en mesure de le faire, donc en mesure de pouvoir faire changer en tout cas le régime, sauf qu'on se rappelle qu'en janvier, la population, elle a été durement réprimée lors des manifestations. Absolument. Donc est-ce qu'il reste encore des forces vives? Oui, bien sûr. Je veux dire, dans un pays de 80 millions d'habitants, même avec 30 000 morts, vous avez encore des forces vives. Simplement, on voit bien que à chaque tentative de la population de changer le régime, la répression s'est abattue, et donc à chaque fois, on avait l'impression de se rapprocher du changement possible, et puis ça n'allait pas parce que la répression était trop forte. La répression était tellement forte la dernière fois que la population est sans doute maintenant distancée de ce régime. À partir de là, bien sûr, ça affaiblit la population, qui est 30 000 ou je ne sais combien de morts, à peu près de cet ordre-là, mais en même temps, ça a dû renforcer sa détermination à changer le régime avec lequel cette population a réellement divorcé. Monsieur l'ambassadeur, vous restez avec nous. Donc après la mort d'Ali Khamenei, quelle transition, un triumvirat est mis en place? On fait le point avec Axel Simon. Après la mort du guide suprême Ali Khamenei, le pouvoir iranien s'est empressé de faire savoir officiellement qu'une transition était en cours à la tête du pays. À la télévision d'État, c'est le chef de la sécurité iranienne qui détaille la composition d'un triumvirat. Pour le moment, le président, le chef du pouvoir judiciaire et l'un des juristes du Conseil des gardiens de la Constitution assumeront temporairement les fonctions de direction du pays jusqu'à l'élection du prochain dirigeant. Parmi les 3 membres de ce conseil de transition, Massoud Pezeshkian, l'actuel président iranien, qui dispose de peu de pouvoir au sein de l'organigramme des dirigeants de la République islamique d'Iran. À côté de lui, lors de sa cérémonie d'investiture en tant que président, Gholam Hossein Mohseni Ejei. Il est lui aussi membre de ce conseil de transition. Chef du pouvoir judiciaire, on le voit ici le 15 janvier dernier en pleine répression du mouvement de contestation. Devant les caméras, il procède à des interrogatoires de manifestants qui aboutiront à des aveux forcés et des centaines d'exécutions. Sous son autorité judiciaire, avant et pendant les dernières manifestations, il a fait mener à huis clos une répression meurtrière. Selon l'ONU, l'Iran a procédé à plus de 1400 exécutions en 2025, un nombre record dans l'histoire de la République islamique. 3e membre de ce conseil de transition, Ali Zera Harafi, un juriste du Conseil des gardiens de la Constitution, une entité qui doit notamment décider du successeur d'Ali Khamenei. En plus de ce triumvirat officiel, il y a dans l'ombre de nombreux conseillers qui jouent un rôle fondamental, notamment Ali Larijani, chef du Conseil suprême de sécurité. Monsieur l'ambassadeur, on revient avec vous en plateau. Ce triumvirat va se mettre en place. Vous avez évoqué un petit peu plus tôt un affaiblissement du pouvoir. Est-ce à dire que la nouvelle personne qui sera à la tête de l'Iran ne pourra pas arriver sans l'assentiment de Washington et d'Israël? Non. Les Iraniens sont organisés de telle façon que cela se fera sans l'assentiment de Washington. C'est une question d'honneur, de fierté nationale. On n'est pas comme dans le régime change, entre guillemets, habituel. L'Iran, c'est un vrai pays, une vraie nation.
ils sont organisés, il y a une constitution, ils ont prévu les procédures. Donc, simplement, les personnes qui vont arriver au pouvoir sont beaucoup, beaucoup moins compétentes que celles qui étaient là avant. Donc, vous avez un affaiblissement et une légitimité qui est aussi très faible par rapport à ceux d'avant. On les connaît tous, et on voit bien, on sait bien que ils font partie d'un bloc sécuritaire et répressif qui ne peut aller que contre la majorité de la population, et donc leur espérance de vie est, je dirais, assez limitée, en tout cas beaucoup plus limitée, à moins d'imaginer une énorme répression à nouveau, à laquelle, personnellement, je ne crois pas. Je pense que le régime est trop affaibli pour refaire des opérations de répression telles qu'il y a eu il y a quelques semaines. Merci, monsieur l'ambassadeur. Restez avec nous sur France 24. Dans quelques instants, l'édition spéciale se poursuit.